Madame, Messieurs, un auteur dans ce numéro de Horizon Développement, il s'agit de Maître Serge Mabé. Avec lui, nous allons parler de son ouvrage qui vient de paraître. Avec lui, nous allons parler de cet ouvrage intitulé « Quelles leçons pour la gouvernance publique aujourd'hui, le prince de Machiavel ». Vous connaissez très bien ce philosophe qui a inspiré plusieurs auteurs du monde, des auteurs africains, des auteurs de la République démocratique du Congo. Maître Serge, bonjour. Bonjour, Madame Noëlla. Bienvenue dans ce numéro Horizon Développement. Merci beaucoup. Est-ce que ça se passe très bien chez vous en tant que maître, en tant qu'avocat? Ça se passe très bien. Il faut dire qu'en ce moment, je suis inactif. Mais pour utiliser le langage des avocats, je sollicitais une omission volontaire parce que j'exerce des activités qui pourraient se révéler contradictoires ou sinon incompatibles avec ma profession d'avocat. J'exerce donc des responsabilités publiques. Je suis directeur provincial à la direction provinciale du contrôle des marchés publics. Et comme vous le savez bien, quand on est contrôleur, on ne peut pas être juge de partie. Un avocat est souvent l'avocat de ses parties et moi je ne peux pas en même temps contrôler les entreprises. Vous avez déposé une mise en disponibilité. Exactement, c'est ce que l'on pourrait dire dans le langage administratif, mais dans le langage du barreau, on dit que c'est une demande d'omission volontaire. Donc voilà. Ok. Et vous vous êtes lancé dans l'écriture des articles, des ouvrages? Tout à fait. L'écriture fait partie de mes passions, mais sinon, c'est même ma passion fondamentale. Je ne me vois pas vivre en dehors de l'écriture, en dehors de la lecture. Je dors, je me réveille, je ne vis que par et avec l'écriture. C'est un comportement d'un bon scientifique. On pourrait dire ainsi, mais ça doit être même les comportements de tout homme tout simplement, parce que l'écriture est tout ce qui interprète notre vécu, l'écriture est tout ce qui donne sens au silence de la vie. Donc on ne peut vivre qu'en interprétant la vie à travers les écritures. Je note quand même que vous m'avez présenté comme l'auteur du livre, je suis l'un des auteurs. L'un des auteurs, il y en a trois, permettez-moi quand même de parler de deux autres. Il y a Amsimi Dandi et Jean-Paul. D'ailleurs, Dandi devrait être avec nous, mais malheureusement, le temps a fait défaut. Nous aimerions être à trois sur votre plateau, en sorte que les contributions des uns et des autres puissent être éclairées, puissent être fournies à vos téléspectateurs. Et ça, c'est un avant-goût, hein? Bien entendu, mais je me ferai fort de ramasser l'essentiel, la quintessence du livre, c'est-à-dire des contributions des uns et des autres, sans ramener forcément à ma particularité qui s'est fondue du reste dans le corps du livre. Le prince de Machiavel. Pourquoi les trois auteurs se sont intéressés à ces philosophes alors qu'on a plusieurs philosophes? C'est une très belle question. Nous nous sommes intéressés à Machiavel et plus particulièrement à son œuvre majeure, à son ouvrage de référence, Le Prince, parce que, pour deux raisons principales. La première raison, c'est que pour plus d'un spécialiste de la science politique naît avec ses livres, Le Prince de Machiavel, la science politique comme science du pouvoir, si l'on veut, ou si l'on prend une autre acception, comme science de l'État. Cette science, donc, serait née avec la publication par Machiavel de son livre de référence, Le Prince. La deuxième raison pour laquelle nous nous sommes attelés à donner sens, à donner une interprétation de ces livres de référence, c'est que désormais, ou plutôt à partir de Le Prince de Machiavel, différents dirigeants du monde, de tout le temps, sous toutes les latitudes, ont essayé de s'inspirer des ingrédients, des invariants, comme nous les avons nommés dans le livre, ou pour parler plus prosaïquement, ils se sont inspirés de recommandations que Machiavel a formulées dans ses livres. Et nous essayons donc de voir comment est-ce que ces recommandations, ces leçons que Machiavel a distillées dans son œuvre, qui était initialement destinées au prince de Florence dans l'Italie ancienne, comment est-ce que ces différentes recommandations ont été intégrées dans la conduite politique contemporaine. Donc c'est un peu l'exercice auquel nous nous sommes attachés et nous espérons l'avoir bien mené. Et sinon, nous engageons à le parfaire davantage. Déjà, je tiens aussi à signaler que Machiavel est un exemple pour plusieurs à travers le monde. Mais est-ce que vous pensez que, parce que le prince, si je ne me trompe pas, c'est en Italie que Machiavel avait un regard. Florence plus particulièrement. Voilà, c'est en Italie.
oui, il a jeté un regard un peu particulier. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, parce que ce livre, vous le liez à la situation actuelle en République démocratique du Congo, est-ce que vous pensez que la situation actuelle est presque la même que celle qu'on a vécue en ce temps-là en Italie? Encore une fois de plus, merci pour cette question. Machiavel écrit le livre Le Prince dans un contexte où l'Italie est en proie à plusieurs rivalités. Rivalité au-dedans et rivalité au-dehors. Rivalité au-dedans, c'est-à-dire que l'Italie faisait face à plusieurs contestations de l'autorité du prince. L'Italie faisait face à quelques autorités morales, si l'on peut dire ainsi, entre guillemets. Comme qui on étaient, en a ici, voilà, morale. donc ces autorités morales qui contestaient le pouvoir du prince ou qui faisaient la guerre au prince avaient fragilisé ou fragilisé le pouvoir du prince. Au dehors aussi, il y avait des guerres. En sorte que la stature de l'État, sa solidité était souvent mise en branle par les confrontations, la conflictualité qui régnait alors. Et comme on peut bien le voir, le Congo d'aujourd'hui, comme l'Afrique du reste, n'est pas exempt de ce type de difficultés. Il est même le théâtre de plusieurs confrontations au-dedans comme au dehors. Donc Machiavel écrit donc au prince pour lui donner quelques leçons qu'il estimait nécessaires à la consolidation de son pouvoir. Et nous ne prétendons pas aujourd'hui que nous remplaçons Machiavel, mais nous essayons de voir les leçons que Machiavel donnait à l'époque au prince italien peuvent-elles être valables pour le prince d'aujourd'hui? Et comment est-ce que le prince d'aujourd'hui se sont inspirés de Machiavel? Ont-ils été fidèles aux recommandations que Machiavel a essayé de donner en son temps? C'est l'exercice que nous faisons, mais vous avez bien fait de mettre un parallèle, de faire un parallèle entre le prince congolais. Nous remontons à nos empires précoloniaux, royaumes et empires précoloniaux, pour voir, parce que nos dirigeants d'alors, le roi, le prince d'avant la colonisation, est-ce qu'ils avaient essayé pas de s'inspirer, mais en tout cas de prendre les invariants que Machiavel révèle comme étant des lois de la nature, parce que les invariants ici sont considérés comme des lois de la nature en politique. Pour diriger, il y a quelques lois de la nature comme les lois physiques. Comment est-ce que nos princes, nos rois avaient fait avant la colonisation? Et comment est-ce que le roi Léopold II en arrivant l'a fait? Comment est-ce que les différents présidents congolais à travers le temps l'ont fait aussi? Et comment est-ce que même sans l'avoir fait, enfin sans être inspiré, comment peuvent-ils tirer des leçons de ce que Machiavel recommande aux princes? C'était d'ailleurs l'une des questions que j'allais poser, mais vous m'aviez dévancé. Donc vous voulez nous dire que l'ouvrage que j'ai entre mes mains a remonté l'histoire de la RDC avant l'étape coloniale, la période coloniale, jusqu'au régime actuel? Bien sûr, bon, il faut partir de deux aspects de l'ouvrage. L'ouvrage tel que nous l'avons en main en ce moment est d'abord une espèce de relecture herméneutique. Je n'utilise pas des mots abscons. Ça veut dire que nous essayons d'interpréter le signe, les leçons que Machiavel donne au prisme de la gouvernance d'aujourd'hui. Alors c'est de la théorie pure que nous essayons de relire, mais il y a une version plus affinée, plus perfectionnée, qui recense la gouvernance typique de chaque dirigeant congolais, enfin de différentes périodes de notre histoire, la période précoloniale, la période coloniale jusqu'après. Et cette version-là, c'est la prochaine version, mais ici on trouvera également la théorie de manière linéaire, depuis les temps précoloniaux jusqu'à aujourd'hui, la manière dont différents princes congolais ont essayé de gouverner, ce sont le prisme que nous utilisons. En d'autres termes, nous prenons la théorie ou un théorème et on peut déduire, vous comme moi, nous pouvons déduire pour dire, bon, à partir de tel théorème, comment est-ce que le président Mobutu, le président Kabila père, Kabila fils, et aujourd'hui le président Félix, comment est-ce que ces différents présidents ont dirigé? Est-ce qu'ils se sont inspirés? Sont-ils dans la trame machiavélienne ou ils se sont écartés de cette trame machiavélienne? Mais une question, en lisant ces livres, vous reprenez plusieurs concepts de Machiavel. En lisant, je me suis posé plusieurs questions, je me suis dit, pourquoi vous avez repris ces concepts? Est-ce que vous pensiez que l'auteur n'a pas été bien compris par le monde, particulièrement par l'opinion congolaise? Pourquoi vous avez repris ces concepts? Merci Madame Noëlla. Il faut partir d'une méprise, ça veut dire d'une incompréhension dans l'opinion des lecteurs de Machiavel,
Pour certains, Machiavel, c'est l'auteur qui recommande de recourir à la violence et même à la mise à mort des adversaires pour accéder à ses fins. Le fin ici entendu comme étant l'accès au pouvoir, la conquête du pouvoir. Et pour d'autres, Machiavel n'est que l'auteur qui a démoralisé la politique. Ou sinon, c'est lui qui l'a amoralisé, qui a ôté l'aspect moral de la conduite des hommes pour ne prendre en considération que la réalité du pouvoir. Nous essayons de démêler la lecture machiavélienne de la lecture machiavéliste. Machiavel est l'auteur qui, le plus souvent, exhorte à tenir compte de principes qu'il considère comme étant universels. Si ces principes sont respectés dans l'entendement de Machiavel, on ne peut que conserver son pouvoir. Alors, il faut partir de l'idée que pour Machiavel, le pouvoir peut se conquérir soit par ses efforts personnels, soit de manière héréditaire. On peut conquérir le pouvoir de manière active ou de manière passive. L'on peut, par exemple, selon Machiavel, gagner et conquérir le pouvoir avec ses propres armes ou avec les armes d'autrui. Donc, ce sont des invariants pour Machiavel. Et il essaie de démontrer comment est-ce que si l'on accède au pouvoir par voie héréditaire, les conséquences qui peuvent découler si l'on choisit par exemple les mauvais collaborateurs. Il essaie de démontrer comment est-ce qu'on peut conquérir le pouvoir avec les armes d'autrui et comment peut-on faire en sorte que ce pouvoir soit conservé le plus longtemps. Donc, Machiavel est l'auteur qui essaie de dresser un portrait robot d'un prince selon les contextes d'accès au pouvoir, en sorte que ce prince qui accède au pouvoir, soit par hérédité, soit par conquête, la conquête ici peut être entendue dans le sens moderne comme étant les élections. Il peut gagner le pouvoir par une conquête électorale. Alors Machiavel recommande à ces différents princes de pouvoir utiliser un certain nombre d'invariants, un certain nombre de recommandations universelles, on dira au Moyen-Âge, des universaux qui peuvent concourir à asseoir, à conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Et donc ce sont ces invariants machiavéliens, ce sont ces recommandations universalisables machiavéliennes que nous essayons donc d'analyser et de soumettre à la rigueur à l'aune de la gouvernance contemporaine. Et quelle est la particularité de cet ouvrage? Parce que, soyons sincères, vous n'êtes pas la première personne à faire recours à Machiavel. Plusieurs personnes, d'ailleurs ici dans cette librairie, nous allons trouver d'autres livres de Machiavel. Donc d'autres livres des auteurs qui se sont inspirés de Machiavel. Mais votre ouvrage, qui a comme titre « Quelles leçons pour la gouvernance publique aujourd'hui ?» Aujourd'hui, la politique actuelle en République démocratique du Congo. Vous, les trois auteurs, quelle est votre particularité? C'est une question encore d'une grande pertinence. Je mesure combien votre émission intéressera nos téléspectateurs. La particularité est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord un niveau de la politique, je dirais, locale ou localisable. La politique entendue ici au sens de la politique telle qu'elle est pratiquée au Congo et en Afrique. Nous essayons de soumettre au prisme des invariants machiavéliens les différents modes de gouvernance tels que pratiqués par les princes congolais. Vous voyez là, par exemple, vous avez un tableau des différents princes congolais. Depuis, à la page 42. Par exemple. Page 42, alors, figure 12 points, les princes comme rois, concurrents et présidents en République démocratique du Congo. Tout en promettant qu'une version beaucoup plus affinée viendra donner le détail de chaque président tel qu'il a appliqué le principe machiavélien. Je note par exemple à titre anecdotique que lorsque Mobutu accède au pouvoir, le chef d'antenne de la CIA locale d'alors, qui le dit d'ailleurs dans ses mémoires, lui avait offert un livre de Machiavel, Le Prince. Donc c'est dire que même notre histoire congolaise a un rapport plus ou moins direct avec ces livres de Machiavel, Le Prince, que selon certains, Mobutu lisait assez régulièrement. Alors l'autre particularité de ces livres, de notre contribution dans l'interprétation de l'œuvre de Machiavel, c'est que nous avons élaboré une matrice de compensation machiavélienne. Une matrice, c'est un modèle au sens économique. Nous avons dérivé à partir de l'argumentation de Machiavel, qui est une argumentation littéraire, nous avons dérivé une matrice. Une matrice avec différentes possibilités d'application des principes machiavéliens. En sorte qu'on peut avoir juste un tableau sur une page et on se dit, tel pouvoir qui vient d'être conquis sera conservé selon que la matrice est appliquée dans son intégralité ou partiellement. Donc ça, c'est une contribution majeure parce que les auteurs que nous avons lus, nous parlons sous réserve de vérification parce qu'il faut dire que nous n'avons pas la prétention de détenir la pierre philosophale dans l'interprétation de l'œuvre de Machiavel. Les auteurs que nous avons lus donc n'ont pas abordé la question de Machiavel
sur le plan quantitatif. Nous avons essayé de quantifier, ou si vous voulez, de mathématiser, de modéliser. Ça, c'est la particularité de l'œuvre. Alors, l'autre particularité, c'est que nous avons, en fin de l'ouvrage, dégagé ce que nous avons appelé les axiomes de Machiavel. Alors, les axiomes ici, ce sont deux axiomes majeurs que nous avons dégagés du livre qui fondent l'ouvrage de Machiavel. Donc, vous avez là 3 contributions majeures. La contribution entendue ici comme étant, premièrement, la confrontation de l'œuvre de Machiavel avec la gouvernance publique des dirigeants congolais, mais on pourrait l'étendre à d'autres dirigeants africains. Mais la deuxième contribution, c'est l'élaboration d'une matrice de compensation qui est quantifiable. Ça veut dire qu'avec différentes entrées dans cette matrice, des colonnes que vous pouvez lire. Et enfin, nous avons les axiomes que nous avons dérivés de cette matrice de compensation, qui sont en quelque sorte les socles de la pensée machiavélienne. Vous avez là en quelque sorte les triptyques de notre contribution dans l'œuvre de Machiavel. En écrivant cet ouvrage qui est destiné premièrement à la population congolaise, à toutes les personnes qui s'intéressent à la politique actuelle, parce qu'aujourd'hui, même si tu ne t'intéresses pas à la politique s'occupe de toi. Donc, c'est-à-dire que cet ouvrage est destiné à tout Congolais, même aux Africains qui voudront aussi s'inspirer, connaître plus sur la situation en République démocratique du Congo, partant de l'étape post-coloniale, pré-coloniale, l'étape actuelle aussi. Mais une autre question, qu'est-ce que vous poursuivez, vous, auteurs? Qu'est-ce que vous poursuivez Ce que nous poursuivons à travers cette œuvre, c'est que nous avons pour tâche au sein de notre think tank, le think tank Ishango, qui est un laboratoire d'idées, nous poursuivons comme tâche de contribuer à la mise en place des politiques publiques et même des modes de gouvernance qui soient en phase avec l'excellence. Je répète, Ishango, c'est un think tank, un laboratoire d'idées, un ferment de réflexion au sein duquel nous donnons comme tâche l'élaboration, la réflexion et la mise en place des politiques publiques qui soient en phase avec l'excellence. Donc, dans le cadre de cet ouvrage, qui est une monographie, nous essayons de voir dans quelle mesure la gouvernance publique d'aujourd'hui peut avoir pour vocation, peut avoir pour finalité la poursuite de l'excellence. Et l'excellence ici, en commençant par lever l'équivoque, si souvent utilisé par des lecteurs assez maladroits de Machiavel, qui consiste à penser que l'œuvre de Machiavel, c'est une œuvre qui pousse le dirigeant à sacrifier les finalités, en défaveur de leur de ne s'intéresser qu'à leur pouvoir. Donc nous avons commencé par démontrer que Machiavel est l'auteur qui, le premier, insiste sur la nécessité d'asseoir le pouvoir sur la légitimité populaire. Contrairement à ce que l'on pense, Machiavel insiste beaucoup sur la légitimité populaire. Alors, le prince doit tout faire pour faire que son pouvoir soit plus aimé que haï. Ça, alors, la vocation première de Ishango, et donc de manière secondaire, à travers l'œuvre que nous avons publiée, c'est de mettre à la disposition des dirigeants un outil de réflexion pour soumettre leur gouvernance à un certain nombre d'invariants, un certain nombre de principes universels qui peuvent rendre notre gouvernance tout à fait optimale, tout à fait excellente. Et dans votre laboratoire, qui sont dans ces laboratoires? Qui sont peut-être, parce que peut-être qu'il y a des gens qui voudront adhérer ou entrer dans ce laboratoire. D'abord, ce laboratoire est constitué d'équipes. Ishango, c'est un think tank qui est conçu sur le modèle d'une ASBEL. C'est une ONG, donc une organisation non gouvernementale, à vocation scientifique et culturelle, qui s'inspire des ossements scarifiés qui avaient été trouvés dans une contrée du nord-est de notre pays, appelée Ishango. Sur ces ossements scarifiés avaient été trouvées les traces de mathématiques. Donc, c'est un hommage à nos ancêtres illustres d'il y a plus de 20 000 ans que nous avons nommé notre ASBEL Ishango pour démontrer que la science, le savoir n'est pas que l'apanage des autres. Cette science a pris naissance, ses racines chez nous. Alors, pour revenir à la question de l'accès au laboratoire, de l'adhésion à nos valeurs, l'adhésion, comme dans la plupart des ONG, est libre. Est libre pour tous ceux qui partagent comme nous la mission, la passion de la connaissance, du savoir et
vulgarisation. Parce que nous ne voulons pas faire de la connaissance une espèce de secte. Pour nous, l'adhésion est libre, mais nous avons un certain nombre de principes que nous respectons. C'est le principe de l'excellence, par exemple, le principe du sacrifice. Là, c'est votre constitution. Qui est d'ailleurs que nous avons annexé dans le livre. Chacun peut, par exemple, découvrir ce qu'Ishango poursuit comme objectif en achetant ce livre. Voilà. Une autre question, là, on ne pouvait pas quand même faire passer inaperçu Ishango, on devrait quand même dire un mot. Est-ce qu'aujourd'hui, Maître Serge, votre ouvrage peut servir d'une analyse dynamique de la politique actuelle en République démocratique du Congo? Parce que vous avez une cible bien précise. Bien entendu, c'est l'objectif que nous avons poursuivi en écrivant ce livre. La cible, c'est d'abord tous ceux qui se sentent une vocation pour gouverner aux destinées de ce pays. C'est ça, la cible. Tous ceux qui, de manière directe ou indirecte, estiment qu'ils sont investis d'un sacerdoce pour œuvrer en faveur du bien commun, le bien commun qui est notre terre aujourd'hui, le Congo. Et donc, ce livre, nous estimons qu'il va contribuer significativement à enrichir les principes qui peuvent orienter, inspirer ceux-là qui veulent se donner une mission, si modeste soit-elle, dans la conduite de l'action publique au Congo. Il a fallu combien de temps pour que cet ouvrage soit fini? Nous l'avons commencé en août passé et nous l'avons terminé au début de cette année. Disons que pendant le confinement, au mois de mai, il était déjà terminé. Il restait des questions pratiques pour de logistique ainsi que d'imprimerie, par exemple, pour pouvoir le dire. Le confinement a été bénéfique pour vous? Dans une certaine mesure, oui. Bon, disons que dès l'instant où vous avez une vision, et que cette vision est adossée à une passion, qui est la passion d'apprendre, de savoir, et que la passion et la vision peuvent être couplées à une discipline et à une conscience, je crois que le résultat peut être là. Et ce n'est que le premier né de Ishango. Nous estimons que d'autres ouvrages, d'autres enfants qui sont d'ailleurs en gestation en ce moment pourront encore venir. Je convie de manière formelle les lecteurs, les téléspectateurs à découvrir ce que Ishango essaye de produire comme réflexion dans ses livres Le Prince de Machiavel. Quelle leçon pour la gouvernance publique aujourd'hui, en sorte que nous pouvons demain juger nos dirigeants à l'aune de principes que le Prince de Machiavel a esquissé dans son livre de référence. Sûrement, c'est une question que les téléspectateurs voudront bien vous poser. Maître Serge est ici et notre auteur est ici. Jean-Paul se trouve à l'extérieur du pays. Comment vous aviez fait pour qu'en si peu de temps, parce que nous, dans cette émission, nous avons reçu un auteur qui nous a dit qu'il a fallu 10 ans pour qu'il finisse son ouvrage. Mais vous, même pas une année, bon, oui, même pas une année, l'ouvrage est aujourd'hui déposé dans la librairie Livre pour les Grands Lacs avec, je sais pas, avec une qualité, et puis avec une qualité, une haute qualité. Là, il faut quand même reconnaître, je pense que les téléspectateurs peuvent bien le voir, c'est vraiment, on dirait que c'est un auteur étranger qui a produit ces livres. Et ce livre est vraiment très bien présenté à tel point que lorsqu'on est de loin, on est attiré. Hein, et on est attiré. Merci beaucoup Madame Noëlla. C'est vrai que la recherche prend du temps, il faut être honnête. Jean-Paul a écrit un livre sur la macroéconomie avec le professeur Kabouya, un livre dont le temps de recherche a duré plus ou moins 10 ans aussi. Moi qui vous parle, j'ai un livre en gestation qui paraît le mois de mars prochain sur les finances publiques qui m'a pris 10 ans aussi. Donc la recherche prend du temps. Mais la particularité de ces livres, et même la rapidité que vous saluez, est due au fait que c'est un livre qui fait suite aux ateliers. Nous avons tenu des ateliers de Ishango, qui sont des activités traditionnelles dans le cadre de nos recherches. Et donc il s'agit des actes de ces ateliers. Nous nous étions réunis pendant un certain temps au siège de Ishango pour réfléchir autour de l'œuvre. Se trouve sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. Voilà. Nous étions réunis, à l'époque Jean-Paul Ntassa était sur place. Nous avons réfléchi sur l'œuvre de Machiavel, Le Prince, et nous en avons dégagé ce que nous avons appelé les invariants. Et donc ce sont les actes de cet atelier ou de ces ateliers que nous avons couchés par écrit. Nous nous étions répartis de tâches. Chacun de nous a eu une contribution en tenant compte des exposés qu'il avait fait lors des ateliers. Et c'est donc la conséquence logique de ces ateliers qui a produit ces livres. Mais cela ne signifie pas que c'est un livre écrit à la va-vite.
C'est un livre qui fait suite à un moment d'une intense activité intellectuelle au sein des Shango et qui fait l'objet aujourd'hui d'une publication sous forme de livre. La typographie que vous saluez, oui, c'est vrai, il a coûté, elle a fait l'objet d'investigations profondes pour qu'elle puisse donner ces résultats-là. Voilà, une autre question. En parcourant ce livre, il y a quelque part où vous parlez des collaborateurs du prince. Vous faisiez allusion à qui? Ah, une très bonne question. J'aimerais bien que les auteurs lisent, hein, parce que l'œuvre de Machiavel est même intégrée dans le livre. Machiavel met un accent particulier sur la qualité des collaborateurs du prince. On pourrait dire dans le langage d'aujourd'hui, les conseillers du président de la République. Machiavel insiste beaucoup là-dessus, parce qu'il estime que le président de la République, ça c'est le langage anachronique que j'essaie d'utiliser aujourd'hui, mais le prince de l'époque avait intérêt à recruter un personnel politique aguerri, qui ne venait pas apprendre tout en étant à côté de lui. Le prince devait être tout à fait intelligent, compétent, en sorte que le prince apprenne par eux-mêmes et non pas se fasse enseigner par d'autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses que Machiavel recommande dans son livre, c'est que le prince doit traiter ses collaborateurs avec beaucoup plus de stratégie, tout en leur donnant un certain nombre d'avantages. Il ne devrait pas surtout leur donner l'occasion d'être négligent, méprisant de son pouvoir, je veux dire d'être laxiste. Parce qu'il ne devait pas leur donner l'occasion de se comporter eux-mêmes en prince. Donc c'est un certain nombre de principes que Machiavel dégage par rapport aux collaborateurs qui fondent l'un des invariants majeurs de l'œuvre de Machiavel dans ces livres que nous essayons de revoir. Alors là c'est de manière théorique lorsque nous lisons Machiavel, mais comment est-ce que nous pouvons appliquer ces principes par rapport à la situation qui est la nôtre aujourd'hui au Congo, depuis Léopold II, si l'on veut commencer même beaucoup plus tôt, depuis le roi Nzingankuvu, le roi Nimbop Mabinch de Bakuba, ou le roi Chambulangom, ou le roi Mtsiri. Comment est-ce qu'ils avaient fait à leur époque pour pouvoir conserver le pouvoir le plus longtemps possible avec des collaborateurs dont la qualité était soit meilleure, soit mauvaise. Donc, là, c'est ce que nous essayons de lire dans ce livre, ce que nous essayons de refaire comme travail pour confronter ces principes par rapport aux collaborateurs avec ce que nous avons aujourd'hui comme prince contemporain. À combien revient ce livre? Le livre revient à 45 $, et c'est peut-être un prix... Pas trop? Pas du tout. D'autres nous ont même dit que c'est par rapport à la qualité. Heureusement que vous l'avez vous-même vanté. Nous aurions même été... Le coût d'achat aussi des Congolais, la situation... Le pouvoir d'achat est faible, nous le reconnaissons. Mais vous savez, le savoir coûte cher aussi. Ce n'est pas par rapport à nous. Nous sommes presque à la fin de ce numéro. Il y a encore beaucoup à dire parce qu'on n'a pas touché tous les chapitres contenus dans cet ouvrage. Donc déjà, la population de la capitale congolaise comme de la RDC peuvent déjà entrer en contact avec la librairie Livre pour le Grand Lac pour se procurer ce livre. Mais pourquoi avoir fait le choix de cette librairie? Parce que vous l'aviez déposé ici. Je suis un habitué de la librairie depuis son ouverture dans la capitale congolaise. Je suis l'un des premiers clients. Il ne se passe pas 2 ou 3 semaines sans que je visite cet espace. Et donc, il allait de soi que lorsque le livre que nous avons édité, publié avec d'autres amis, Dandy Matata et Jean-Paul Ntsassa, il allait de soi donc que je vienne dans ma maison. C'est une librairie que je considère comme étant ma maison. Et la librairie a une gamme plus ou moins fournie d'ouvrages dans différents domaines. Et donc, je suis à l'aise de venir déposer des livres dans le rayon sciences politiques, par exemple, sans que cela pose des problèmes. Donc, d'autre part aussi, il faut dire que l'on ne peut parler de livres que s'il y a une chaîne de livres dans un pays. Et donc, la librairie, les livres pour le Grand Lac, fait partie de la chaîne du livre. À côté des auteurs, à côté des diffuseurs, c'est comme vous d'ailleurs, hein, des acteurs de médias qui essaient de faire la promotion du livre. Donc c'est une maison qui offre des produits de qualité, des produits scientifiques et culturels de qualité. Il allait de soi, il va sans dire que notre place, la place de livres que nous avons publiés, est naturellement dans cette maison. Voilà, merci. Quelle leçon pour la gouvernance publique aujourd'hui? Le prince de Machiavel, Maître Serge Mambé, qui est l'un des auteurs de cet ouvrage que j'ai en main. Qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir en 2 mots de votre ouvrage? En 2 mots, le peuple congolais peut retenir ceci. Le pouvoir doit être exercé, conservé pour une finalité. Ça, c'est la première des choses.
Et Machiavel, le premier, a essayé d'extraire la gestion du pouvoir des considérations superstitieuses pour l'asseoir sur des considérations, entre guillemets, scientifiques, sur des considérations universelles. C'est ces premiers principes que Ishango, les auteurs, dont dit Jean-Paul Tsassa et moi-même, nous avons essayé de voir si le pouvoir doit être exercé, conquis et conservé pour une fin particulière. Comment est-ce que Machiavel peut nous enseigner? Ce sont ces leçons que Machiavel nous enseigne, que nous avons consignées dans ce livre, en le confrontant, en les comparant avec ce que nos dirigeants font aujourd'hui. La deuxième des choses, c'est que l'on ne peut demain être une société efficace que si nous sommes en train de réfléchir sur notre devenir. Et donc, Ishango s'est donné pour tâche de réfléchir à notre devenir, de réfléchir à notre destinée en mettant en place un cadre de recherche, un cadre de réflexion autour du savoir et de la connaissance comme fondement. Et donc voilà les deux leçons principales, la leçon sur le pouvoir, sa conquête, sa gestion et sa conservation, et la leçon sur la société de la connaissance qui a le livre et la recherche scientifique comme mobile. Voilà, merci beaucoup, madame, messieurs. Si vous voulez bien plus en savoir sur ce livre, quelles leçons pour la gouvernance publique aujourd'hui en République démocratique du Congo, le premier bébé de Ishango, vous pouvez bien le retrouver dans la librairie Livre pour le Grand Lac. Merci de votre attention, surtout merci de votre fidélité, mais aussi merci de vos réactions, merci de vos préoccupations que vous ne cessez de faire parvenir à votre émission Horizon Développement. Et surtout, prenez donc rendez-vous avec le prochain numéro, ce sera la semaine prochaine. Merci à Maître Serge qui, malgré ses multiples occupations, il a accepté de venir partager avec nous ce premier bébé de Ishango, cet ouvrage d'une importance capitale pour l'Afrique, mais particulièrement pour la RDC. Merci à vous. Merci Madame Noëlla, merci infiniment à Congo Web. Merci. Merci, au revoir et à la prochaine. Merci.